Jean-François Lépine, qui, par son regard perspicace, qui a un regard surtout de capter le moment de l'actualité qui est le plus important, le rendre intelligible, le bien communiquer, et sa présence avec nous, nous académiciens, qui n'ont pas toujours, mais le plus souvent, et surtout dans mon cas, on est dans des bulles et nous sommes parfois un peu déconnectés de l'actualité, du pragmatisme, des recommandations et comment faire le lien avec la décision politique. Et en ce sens, la présence de Jean-François Lépine au sein de l'OMAN et au sein surtout de la chaire de Raoul d'Endurant, sous la grande bienveillance du titulaire, le professeur Charles-Philippe David, nous a été utile. Personnellement, je suis en toute gratitude. Alors aussi, je suis vraiment ému et très reconnaissant de votre présence, ceux qui ont traversé soit de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud de chez nous, ceux qui ont traversé l'Atlantique, le Pacifique et les Méditerranées. Alors vous êtes les bienvenus, vous êtes déjà des collègues bien chéris, des amis avec qui on a beaucoup de sympathie, avec qui on collabore dans la réflexion approfondie, et certainement chacun et chacune aura maintenant le temps, durant les débuts des panels, à la fin du panel, de vous les introduire, surtout à nos étudiants et étudiantes, et de voir quelle autorité intellectuelle ils ont et comment ils sont vraiment dans le cœur de la stratégie, de la réflexion académique, de la réflexion certainement géopolitique et idéologique. Sur ce point, certainement, le défi est majeur. Le défi est majeur pour la simple raison, quand on prend le phénomène du printemps arabe, tout d'abord, il y a une réaction rapide, presque spontanée. Est-ce que nous sommes en train de diagnostiquer un cadavre ou on est en train de décoder, d'analyser un phénomène historique? Vrai, il est turbulent, mais peut-être il n'a pas livré tous ses sens. Alors nous sommes parfois mêlés, et Jean-François maintenant l'a exprimé, est-ce que nous sommes devant un phénomène qui est en train de faire sortir, jaillir des entrailles de la culture, de la société arabe, des sociétés arabes, jaillir toutes les dynamiques conflictuelles, parfois à une certaine barbarie qu'on n'a jamais soupçonnée présente, et parfois avec des lueurs d'espoir de se connecter à cet idéal de liberté, de la démocratie libérale, de la paix civile, et ainsi de suite. Donc c'est ma première remarque pour vous dire comment nous avons comme un certain questionnement existentiel devant ce phénomène qu'on appelle le printemps arabe. Si vous permettez, dans quelques dizaines de minutes, je ferai en forme de bilan provisoire et en forme de questionnement sur le bilan qui pourrait sortir à la fin de la journée. Tout d'abord, quelques ambiguïtés méthodologiques qui sont aussi avec qui nous travaillons. Tout d'abord, conjuguer et ne plus finir de conjuguer avec une appellation de ce printemps arabe qui est un emprunt. Elle est emprunt du glossaire européen, du glossaire occidental. Ce n'est pas dans la littérature politique arabe qu'on a cette expression, le printemps arabe. Est-ce que le fait qu'on a fait un emprunt, ça montre une limitation dans notre grille d'analyse d'un phénomène sur lequel soit on projette, soit on est en train de faire déborder des sensibilités, sinon un lexicon qui est plutôt étranger à la région. C'est un premier défi que j'appelle un défi méthodologique. Le deuxième, c'est certainement comment regarder ce phénomène du printemps arabe. Est-ce qu'on le regarde dans tout l'espace arabe en le considérant comme vase communicant, comme un seul espace continu, ou on le prend par cas particulier? Alors, à ce moment, comment on fait le bilan? On le fait le bilan du printemps arabe dans tout l'espace, ou on le fait en Égypte, on le fait en Tunisie, on le fait en Libye, on le fait au Yémen ou en Syrie. Alors sur ce point, on a aussi à démêler une certaine ambiguïté méthodologique. Troisième ambiguïté,
c'est certainement comment le cataloguer. Est-ce que nous sommes devant une révolution? Est-ce que nous sommes devant une mutation, une rébellion? Et en quelle façon on peut comprendre, et pourrait-on comprendre, chaque fois on utilise un terme? Puisque si jamais je veux le typologier par révolution, est-ce que j'emprunte aussi un terme à l'occidental, au sens progrès, ou je le mets dans le casier de rébellion? À ce moment, ça pourrait être une fitna, une discorde, par exemple, comme c'est connu dans l'héritage politico-arabe et musulman. Alors ça, c'est un point important dans la typologie et dans la méthodologie. Parce qu'après tout, est-ce que nous sommes devant des révolutions, si on va accepter le terme, est-ce que nous sommes devant des révolutions sans révolutionnaires, ou on a des révolutionnaires sans cause? Alors sur ce point, aussi, nos panélistes, nos illustres académiciens et chercheurs vont aller creuser dans cette ambiguïté méthodologique. Maintenant, les enjeux. Comment faut-il évaluer les enjeux? Et surtout sur le plan interne, après sur le plan externe. Pour l'enjeu interne, personnellement, sans vous l'imposer, mais je le suggère, il y a l'enjeu principal. Où est le sort, le statut de cette connexion avec la démocratie libérale? C'est la question qui est principale, puisque le premier slogan du printemps arabe, c'était liberté et dignité. Comment se fait cette connexion avec cet idéal, avec le libéralisme, la démocratie libérale, dans tout l'espace qui a été taxé d'être un exceptionnalisme dans le rejet de la démocratie et dans le rejet des idéaux de la modernité. Alors maintenant, est-ce qu'on peut le voir comme une forme de connexion qui ne s'achève pas bien, qui est malade, qui est turbulente, ou pratiquement il faut enterrer ce rêve de connexion avec une démocratie libérale? L'autre point qui est insistant, pour l'instant, peut-être il n'a pas été dans nos colloques de première année, deuxième année, c'est, on a parlé au début du craquement de l'État sultanien, du craquement de l'État autoritaire. Mais aujourd'hui, nous sommes devant un phénomène qui est tout à fait à l'encontre. C'est tout à fait le contraire. C'est la résistance de l'État sultanien. C'est la nostalgie au despotisme qui prend plus l'antenne et prend plus à la une des manchettes et dans nos réflexions. Pourquoi il y a tellement de résistance dans l'effondrement de cet État sultanien? Il faut chercher dans la base sociologique, la base sociale, la base économique, ainsi de suite dans les substrances. L'autre enjeu est toujours sur l'interne, même si c'est difficile de diviser le local et le global, l'islamisme politique. Est-ce que, de point de vue méthodologique et dans le constat et dans l'analyse, est-ce que tout l'islamisme politique est dans un seul même panier, dans ses relations avec la modernité, les idéaux de la modernité, et comment il les véhicule, est-ce qu'il les rejette? Alors, est-ce qu'on va mettre tout l'islamisme politique dans ce même seul panier, dans ses liens avec la démocratie libérale, où il y a des nuances à faire? Et dans ces nuances à faire, la question je trouve assez importante, au-delà des slogans, l'islam est la solution, est-ce que l'islamisme politique a gagné une certaine maturité durant ces 2 ans, 3 ans, après sa montée fulgurante et sa chute presque libre? Alors sur ce point, on a parlé de l'hiver islamiste, mais aujourd'hui, on est loin d'un hiver islamiste. Il semble que les islamistes sont quand même assez perturbés, assez peut-être ambigus dans leur avenir et dans leur façon de regarder les changements dans la région. Alors il faut voir quelle radicalisation se fait sur ce point. Une autre question, avant d'aller sur la géopolitique, une question qui m'intéresse personnellement, surtout dans mon adolescence qui ne se termine pas, est-ce qu'il y a dans la gauche arabe, il y a toujours un espoir de se connecter à cette démocratie libérale? Est-ce que la gauche arabe, tellement elle a défendu l'intérêt national, la résistance contre l'ennemi extérieur, Israël, l'impérialisme, le colonialisme, est-ce qu'elle fait échapper
l'importance de bâtir quelque chose d'interne en se connectant avec un développement qui se fonde sur le l'humanisme. Et cette question est importante pour la gauche européenne, la gauche occidentale, surtout québécoise et canadienne. Alors, au nom du combat contre l'ennemi extérieur, est-ce qu'on est en train d'échapper dans le printemps arabe un sens de rebâtir une certaine démocratie interne, une paix civile fondée sur la transparence, l'alternance du pouvoir, le règlement des divergences et des différends par la non-violence. Je termine sur l'enjeu politique et géopolitique et dans la politique étrangère, alors aussi sur deux niveaux qui vont apparaître dans notre colloque. Et voilà. Le premier, je veux le voir du point de vue régional. Est-ce que ce phénomène qui a dérapé, qui a kidnappé, qui a terni le printemps arabe, qu'on appelle en bon lexique la grande fitna, la grande discorde, entre chiites sunnites, entre iraniens et pouvoir arabe sunnite, entre sunnites et chiites en grosso modo, est-ce que cette dynamique géopolitique, c'est elle qui a l'emprise sur le cours de l'histoire et qui va décider du sort du printemps arabe, ou pratiquement les acteurs locaux qui vont à un certain moment se distancier de cette chape de plomb que j'appelle la fitna et cette radicalisation qui va faire que à peu près le printemps arabe va devenir une guerre civile, va devenir une guerre sectaire, odieuse, ça il faut le concéder tous, mais pratiquement comment cette sortie de crise pourrait être dans un printemps arabe, comme je disais au début, qui va nous révéler les horreurs de ce que nous avons caché sous le tapis des pouvoirs autoritaires. Pour terminer sur ce point, et il y a tout un panel qui serait très interpellant, très riche sur cette question, quelle forme de diplomatie internationale on est appelé à voir, à considérer, comment ça se fait que l'interventionnisme botté, militarisé de l'administration Bush a été remplacé pour des priorités, pour des soucis, pour des arguments que je respecte, par l'administration Obama de l'abstentionnisme. Ici, on est trop interventionniste, ici, on est trop absent. Et on est trop récalcitrant. Ici, un leadership from behind, et ici, un leadership qui veut imposer une démocratie ou un remodelage sur les chartes. Alors, entre les deux extrêmes, où sont les Nations Unies, où est le Conseil de sécurité, où est la conscience internationale, et en ce sens, ce qui est dans cet espace qu'on va appeler l'espace du printemps arabe maintenant, peut-être momentanément, je vous prie et je vous invite à écouter attentivement mes collègues, chacun dans son domaine, qui va essayer de décoder, de chercher le sens le plus profond dans cette dynamique du printemps arabe. Je vous souhaite un très bon colloque et merci d'être présents et participants.